Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le week-end n'a pas été de tout repos pour les partis politiques en Côte d'Ivoire. On commencera donc par le PDCI, le RHDP, le COGEP. Le PPACI regardera une activité de Monsieur Awa Dombelo. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. En espérant que vous ayez passé un excellent week-end. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 février et vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Merci en tout cas. Nous commençons notre plateau par saluer nos amis qui, comme tous les soirs, sont avec nous. Nous commençons, je commencerai donc par Daouda. Bonsoir Daouda. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. D'être là. Monsieur Marius Komoé, soyez salué, bonsoir. Bonsoir ma très chère Christelle. Manavoie, bonsoir, merci d'être là. On est heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour toute la semaine. Très bien, alors messieurs, nous commençons notre émission, donc on l'a dit à l'entame, hein, nous allons éplucher, décrypter avec vous l'actualité politique menée par nos différents partis qui étaient sur le terrain ce week-end. Commençons par aller à Yopougon avec le PDCI-RDA et son président qui avait donc un meeting. Il a rassemblé ses militants à l'effet de leur partager sa vision. Messieurs, des éléments de langage ont été produits, des choses ont été dites. Il a fait appel à l'opposition, rassemblé l'opposition. Il a aussi parlé, je pense, en élément de réponse à ce qui avait été dit par le ministre Seredo. Nous essayons donc d'analyser tout ceci avec vous. Daouda, commençons par vous. Je vois que déjà à Yopougon, le Tidjane Thiam a encore immobilisé juste après le passage de Jean-Louis Billon, comme si c'était une façon d'effacer le passage de son adversaire en interne du PDCI. Bon, je ne vais pas m'attarder ici sur la forme de la question de ce meeting. Moi, je préfère aller dans le fond. Je préfère aller dans le fond parce que dans son discours, l'un des verbatims qu'il a utilisé et qui a véritablement attiré mon attention, c'est le fait que dans son discours, comme si c'était en réponse aux propos de M. Célestin Seredo, il a dit que lui, au moins, il a fait sa classe de terminale ici et que ses amis sont là. Il a fait sa classe de terminale en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc l'intervention pour moi de M. Tidjane Thiam, en fait, à Yopougon, en fait, on peut l'analyser sous plusieurs angles, notamment politiques et symboliques. Oui, allez-y. En mettant en avant, dans un premier temps, son parcours scolaire en Côte d'Ivoire, il semble en fait ici répondre non seulement aux critiques sur son ivoirité, mais aussi de façon insidieuse. C'est une réponse qu'il adresse au président Ouattara, dont la nationalité a fait débat ici en Côte d'Ivoire. Et face aux propos du ministre Célestin Seredo, Thiam a décidé de répondre. Mais pas répondre directement, pas frontalement, mais il est entré de façon contournée dans la polémique. En rappelant qu'il a fait sa classe de terminale, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lycée classique, il cherche à prouver dans un premier temps son enracinement en Côte d'Ivoire et à dissiper les doutes sur son appartenance nationale. Mais en insistant sur ce fait-là, et qu'il a grandi et étudié ici en Côte d'Ivoire, Thiam semble établir un contraste implicite avec Ouattara. Et c'est là où je dis de façon claire et de façon précise. Christelle, sur ce plateau, la semaine passée, en chœur, comme une chorale sur ce plateau, nous avons tous fustigé les propos de M. Célestin Seredo. Tout à fait. On a trouvé que le discours identitaire ne devrait pas encore avoir cours dans ce pays-là, près de 2 décennies, voire 3 décennies après. Parce que les propos du ministre Seredo révèlent en fait d'une vieille recette politique. Semer les doutes sur l'identité d'un adversaire pour le fragiliser. Mais est-ce que M. Tidjane Thiam, en 10 ans, moi au moins, j'ai fait ma classe de terminale ici en Côte d'Ivoire, mes amis du lycée classique sont encore là, est-ce que c'est ça qu'on appelle faire la politique autrement? Pourquoi parler justement de la classe de terminale et que ses amis seraient là? Mais parce que ne nous voilons pas la face. L'histoire, elle est têtue. Pour ceux qui ne se souviennent pas, mais moi je vais rafraîchir la mémoire à ceux qui ne le savent pas. En 2000, lors du débat contradictoire entre l'ex-président Laurent Gbagbo et le président actuel Alassane Ouattara. En 2010. En 2010. Ah, merci beaucoup, Herman.
Mais M. Laurent Gbagbo est revenu sur la même rhétorique pour dire, moi, j'ai fait ma classe, comment on appelle ça, mon lycée ici, au lycée classique, mais lui, là, c'est mon ami, il a commencé à citer ses amis partout pour montrer au président qu'il n'est pas ivoirien. Et on sait que le débat sur l'éligibilité d'Alassane Ouattara, dans les années 90 et 2000, ont eu cours justement à cause de ça. Donc quand lui... Quand il reprend l'élément de langage. Quand il reprend le même élément de langage, moi je trouve qu'il ne fait pas mieux que Célestin Seredo, que nous avons fustigé ici. Et ce n'est pas ça qu'on appelle faire la politique autrement. Faire la politique autrement, c'est concrètement aujourd'hui de proposer des choses concrètes aux Ivoiriens. Comme par exemple? Qu'est-ce que les Ivoiriens attendent? Les Ivoiriens veulent savoir comment ils vont se nourrir, comment ils vont se sécuriser, comment ils vont mettre leurs enfants à l'école, comment ils veulent se soigner. Christelle, je préfère le dire avec tout le sérieux. À la vérité, si les hommes politiques, je dis bien, si les hommes politiques, tout parti politique confondu en Côte d'Ivoire, n'ont pas de proposition à faire aux Ivoiriens, qu'ils déposent le tablier et qu'ils laissent la place à des gens qui ont des propositions concrètes pour les Ivoiriens. Parce que de la même manière que nous avons fustigé Célestin Seredo, M. Tidiane Thiam n'a pas fait mieux. Il a volé au bas des pâquerettes. Il a volé très bas pour quelqu'un qui veut faire la politique autrement. Et franchement, j'avoue que personnellement, je suis déçu de cette sortie-là de Tidiane Thiam. Maintenant, pour la forme, je pense que le meeting était bien, il y a eu la mobilisation. L'appel à l'opposition. Voilà, aujourd'hui, l'appel à l'opposition, c'est bien, mais ce petit mot-là, identitaire-là, vient gâcher tout, franchement, pour moi. Marius Kombo, est-ce que vous êtes justement dans le même élan que Daouda et dire attention, il faut faire attention pour ne pas ramener certains discours qui ont fait assez de mal à la Côte d'Ivoire? Vous avez totalement tout dit. Daouda n'a pas, je pense, utilisé les mots les plus forts pour qualifier une telle attitude parce que, croyez-moi, nous qui avons vécu ces dernières 30 années dans notre propre pays, assis dans notre propre pays, ayant vu les vertes et des pas mûres, tout propos qui nous ramènerait aux questions ivoiritaires suscite en nous le mécontentement total. Tenez-vous bien, il faut aujourd'hui que les gens arrêtent de matagraboliser la pensée des Ivoiriens en les conduisant vers une autre vision de faire de la politique qui nous ramène à ces 15 dernières années. La question ivoiritaire, c'est le même PDCI qui nous l'a envoyé dans ce pays. Ce n'est pas un autre parti politique. Les gens n'osent pas se dire la vérité. Nous vous disons que nous n'accepterons pas, en tout cas tant que moi je serai invité sur des plateaux de télé comme un tel plateau sérieux, je poserai les problèmes et distribuerai des cartes rouges et les cartes vertes aux hommes politiques. Les cartons rouges et les cartons verts aux hommes politiques qui s'engagent dans la vision de distribuer justement aux Ivoiriens des propos qui nous ramènent aux questions ivoiritaires. Pour quelqu'un qui est soupçonné de ne même pas être ivoirien, dans ce pays-là, on lui rappelle tous les jours, lui-même à Thiam, dans ce pays-là, dans quelle région on retrouve les Thiam. Donc il faut arrêter cette façon de... ça justement la semaine dernière. Il faut arrêter donc lui de venir dire, il a fait la terminale ici, de tous ceux qui veulent être candidats à la présidence de la République. Tenez-vous bien. Qui n'a pas fait la terminale en Côte d'Ivoire? Qu'ils nous disent. Lui-même, là, il a fait 23 ans hors du pays. Moi, je l'ai dit sur ce plateau-là, tu reviens tout d'un coup comme ça, comme un cheveu sous la soupe, tu veux diriger le pays. Propose-nous un programme de gouvernement et un projet de société qui pourrait nous amener à tourner le dos à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui et à te faire confiance. Mais loin de tout cela, c'est toujours les mêmes propos. Les propos ivoiritaires, on en a assez entendu. Puis, tenez-vous bien, moi je me rappelle il y a 2 ans, 3 ans de cela, lors des élections municipales au plateau, j'ai bien été surpris d'entendre la première dame de l'époque, Mme Simone Eyvé Gbagbo, nous dire qu'il fallait donner le plateau à un vrai Ivoirien. Mais qui n'est pas vrai Ivoirien? Elle-même, elle est une vraie Ivoirienne. Sur quelle base elle se propose être une vraie Ivoirienne ou elle s'affirme être une vraie Ivoirienne et moi ou quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire qui a été accepté, dont la candidature a été acceptée par nos institutions, n'est pas vrai Ivoirien. C'est des propos qu'il faut condamner. C'est des propos qu'il faut condamner. Hier,
Aujourd'hui, nous n'allons plus accepter les propos ivoiritaires lancés par nos hommes politiques. Voilà que nous sommes bientôt à 8 mois d'une élection présidentielle. Le PDCI-RDA ne nous a pas encore montré son projet de société, ni son programme de gouvernement. Le PPACI, encore moins. Et on nous parle de, quand on leur pose la question, soit à leur leader ou à leurs communicants, ils nous disent qu'ils sont dans le laboratoire, ils sont au laboratoire en train de confectionner. Mais à 8 mois d'une élection, vous n'êtes même pas capable de nous sortir un projet de société et un programme de gouvernement. Et puis vous voulez diriger un pays comme la Côte d'Ivoire? Mais soyez sérieux, on les attend. Alors, bon, justement, si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonsoir et bienvenue. Nous essayons de décrypter les points énoncés par le président du PDCI-RDA, c'était Ayo Pougon. Pour rappel, suivez ceci. Parce que, quoi qu'on dise sur l'ivoirité des uns et des autres, moi j'ai fait ma terminale ici à Abidjan. Vous savez, dans la vie, moi j'ai pour habitude, je ne parle jamais des autres, je ne parle que de moi. Non, ceux qui étaient à l'école avec moi me connaissent. Thiam, il a toujours été pour le travail, pour la rigueur, pour la discipline, pour la transparence. Et pour la justice. Quand Dieu a fait que j'avais plus de moyens que certains, j'avais un livre de maths ou de sciences qu'ils n'avaient pas, je le partageais avec eux, ils sont là, ils peuvent en témoigner. Voilà, alors Herman, vous venez d'écouter donc ce verbatim du président du PDCI-RDA qui rappelait donc qu'il avait fait la terminale ici. Est-ce que vous êtes dans le même élan que Daouda et Marius en disant attention, ça peut nous ramener des relents identitaires, Herman? Bon, surtout qu'il répondait à quelqu'un que toute opinion nationale a condamné, dont on a condamné les propos. Donc je dis que c'est pour moi une maladresse langagière. Hein. Il n'avait pas besoin de cela. Surtout qu'au départ, lui-même, il a dit qu'il ferait la politique autrement. Je crois bien que la scène politique ivoirienne, elle a ces habitudes-là de revenir avec des phrases chocs comme ça et fait souvent des dérives langagières. Et comme lui, il a commencé avec l'IDH. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il se perd un peu dans le choix qu'il a fait de repositionner la politique comme on l'aimerait, des arguments et qui tombent là. Moi, je pense que ça, il est vraiment tombé à côté de la plaque, quoi. Il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Et puis dire que lui, au moins, il a fait la terminale en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que, pour répondre, pour parler d'identité, on demande une pièce à tout individu pour un examen, pour une épreuve quelconque, qu'on soit ivoirien ou étranger. En Côte d'Ivoire, il y a des Béninois, il y a des Togolais, il y a des Burkinabés qui passent souvent notre bac. Mais ils présentent leur carte consulaire. Donc je veux dire que ça ne peut pas être une preuve ou un argument de nationalité. Donc il n'en avait pas besoin. Voilà, moi, encore une fois. Pour revenir pour la mobilisation, c'est le PDCI-RDA, donc on n'est pas étonné. Aujourd'hui, en termes de mobilisation en interne, c'est plutôt un signal par rapport à Jean-Luc Bion qui essaie aussi d'être sur le terrain. Et on voit aussi que le Thiam, le président du PDCI-RDA, il a aussi du monde derrière lui. Et je vois que pour cette étape de Figayo, les gens sont sortis, les militants sont sortis pour essayer de marquer leur présence par rapport à la semaine dernière où Jean-Luc Bion lui aussi était à la place CP1. Et l'appel qu'il lance à l'opposition, je crois bien que c'est un appel au PPACI. Là-dessus, je dis, parce que déjà, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA, le président Thiam, a engagé le PDCI-RDA dans le groupement, l'initiative du groupement mené par Mme Simone Veil Gbagbo, qui, depuis plusieurs mois, travaille avec plusieurs partis politiques de l'opposition à l'effet de constituer une plateforme forte face au pouvoir pour aider à des élections, je dis, apaisées. Donc,
quand il appelle au rassemblement de l'opposition ici, je pense plutôt que c'est aujourd'hui quand même le PPACI qui marche plus ou moins seul. Parce que l'appel de Benoît, depuis plusieurs mois, on ne sait pas où est-ce que les copies de l'appel de Benoît... Entre-temps, il y a eu d'autres appels également. D'autres appels, oui. Je veux dire, il y a d'autres appels. Donc, je veux dire, il y a vraiment ce challenge de pouvoir réunifier les différents partis politiques à l'appel de Benoît. On ne sait pas pourquoi est-ce que les partis politiques, pour la plupart de l'opposition, hésitent à cet appel de Benoît, pendant que le PPACI est quand même dans l'opposition avec le PDC-RDA, les deux partis forts. Donc, certainement qu'il appelle encore le PPACI à le retrouver. Surtout qu'il a des propos du président du PPACI, Laurent Gbagbo, qui, pour certains, qui sont des propos, qui sont des coups de patte à Thiam, au président Thiam. Donc, moi, je ne vais pas revenir sur ces mêmes propos-là. Mais on constate que c'est surtout pour le PPACI qu'il appelle. Moi, je crois que, de toute façon, aujourd'hui, avec le triangle qu'on a en politique en Côte d'Ivoire ici, c'est-à-dire les trois partis forts, le PDC-RDA, le RHDP, le PPACI, donc avec les leaders forts, leur leader naturel fort, le président Bédié n'est plus là, les deux autres, s'ils ne font pas en sorte que l'opposition soit rassemblée autour d'eux, le coup du deuxième tour, par exemple, à une présidentielle, généralement, ça se joue au deuxième tour. Mais au deuxième tour, c'est les deux candidats, deux formations politiques qui, finalement, portent leur choix sur un candidat et qui fait la différence. Donc, je pense bien qu'à ce niveau-là, le PDC-RDA doit continuer à discuter avec le PPACI et autres au fin d'amener sur la table des discussions au niveau de la plateforme de l'opposition, le PPACI. Un petit tour. Daouda, pensez-vous véritablement que l'opposition ivoirienne pourrait s'unir avant octobre 2025 ? En fait, la question que moi j'aimerais plutôt poser, permettez, je sais que c'est vous qui posez la question, c'est l'opposition doit s'unir, mais j'ai envie de reprendre le verbatim de Charles Blé Goudé. À quel prix? C'est cela? À quel prix? Dans quelles conditions? Parce que, Christelle, ne nous voilons pas la face. La politique ivoirienne, je pense que nous sommes tous sur ce plateau et beaucoup d'Ivoiriens comme nous autres, on est contemporains de l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse avoir le RHDP unifié pour aller contre Laurent Gbagbo en 2010, il a fallu 10 ans pour qu'il s'accorde sur le minimum. 10 ans de discussion, 10 ans de négociation. Mais ce n'est pas à 8 mois qu'aujourd'hui le PPACI, le PDCI, le FPI vont s'unir. Et c'est pour cette raison que je dis, à quel prix? Parce qu'effectivement, quand le président Tidiane Thiam dit que je ne sais pas mettre des serpents dans mon pantalon, mais il a raison. Parce que finalement, on s'accorde, on dit, OK, on va se mettre ensemble. Mais ils vont rentrer dans une forme de dégagisme. On se met ensemble et casse-toi de là que je m'y mette. Mais finalement, quand on finit de dégager celui qui est là et que nous-mêmes, on vient aux affaires, comment on fait? On gère comment? Finalement, c'est les Ivoiriens qui vont venir mettre dans les mêmes problèmes. Moi, je pense, pour ma part, que ce qui est possible d'être fait, regardons au niveau de la France. Quand il y a eu les élections entre Macron et les autres, et que le Rassemblement national s'est retrouvé avec, comment on appelle ça, le LR, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom du parti. La France Insoumise. Non, pas Insoumise, le parti d'Emmanuel Macron. J'ai oublié le nom, mais bon, le parti d'Emmanuel Macron. Mais finalement, on a vu beaucoup d'hommes politiques qui disent non, faites votre choix. Les Ivoiriens, les Français, vous avez votre choix à faire. Parce qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, sans parti politique, tout parti politique confondu, entre plusieurs mots, il faut choisir le moins de mal. Mais là, dit, il faut s'unir, il faut s'unir, il faut s'unir. Ils vont s'unir comment? Parce que finalement, quand Laurent Gbagbo dit, il appelle à l'union, mais dans la tête de Laurent Gbagbo et dans la tête du PPACI, eux, ils veulent que l'union se fasse autour de Laurent Gbagbo. Mais quand Thiam appelle à l'union, il veut que l'union se fasse autour de lui. Donc, qui va suivre qui? Quand on sait que les deux, à chaque moment, sont en train de s'attaquer. Bon, en griffe, Gbagbo Laurent est toujours en train d'attaquer M. Tidiane Thiam. Moi, je me pose la question, à quel prix?
vont-ils s'unir? Très bien, on termine sur ce point avec Marius Komoué. Marius, revenons donc au discours, aux éléments de langage qui ont été donnés par le président. Après, vous donnez votre point de vue et on termine pour passer à ce que le président du COJEP disait. Pour revenir aux éléments de langage, notre pays, on le sait, n'a trop que souffert de tout ce qui s'est passé récemment avec tu es ivoirien, tu ne l'es pas, toi tu étais où et tout. Quelle leçon, en fait, pensez-vous que nos hommes politiques auraient compris pour octobre 2025 et comment devraient réagir, justement, selon vous, les populations ivoiriennes? Non, pour nous, aujourd'hui, ce qu'il faut à nos hommes politiques, c'est véritablement faire une déréliction totale de leur vision politique. Abandonner tous les propos qui pourraient naturellement mettre à mal l'unité nationale et la cohésion sociale. On décide d'être candidat avec un parti politique pour prendre le destiné d'un pays dans le secret espoir de faire le bonheur des populations, de ses concitoyens. On ne décide pas d'être candidat, même dans la lutte politique, avec l'adversaire politique. Il faut un minimum de courtoisie. Parce que, comme vous l'avez souligné, et Charles Blé Goudé n'a pas eu tort de l'évoquer. On va y arriver. Bien sûr. Et donc, je disais qu'il faut que les uns et les autres comprennent la nécessité de faire en sorte que, dans leurs propos, on tienne compte des récents événements qui ont entraîné ce pays pendant plus d'une décennie dans la crise. Des Ivoiriens, dont Herman Aboua, ont dû, par exemple, quitter leur pays précipitamment pour se retrouver en exil, abandonnant tout ici. Et ils sont revenus comme s'ils n'avaient jamais rien construit, démunis de tout. Il est assis là. Et il n'est pas le seul. Ils sont une multitude d'Ivoiriens qui ont tout perdu. Justement, la question, comment doivent réagir justement les populations ivoiriennes qui finalement, ce sont elles qui votent par rapport vis-à-vis de ces discours identitaires? Mais c'est ce que nous disons aujourd'hui. Nous sommes, nous, en tant qu'hommes publics, nous sommes assis sur des plateaux de télévision. Notre devoir, c'est d'éduquer nos populations à exiger justement de nos hommes politiques des projets de société, des programmes de gouvernement qui tiennent compte de leur vécu, de leur quotidien. Ce n'est pas après qu'il faut courir après des présidents d'associations de consommateurs qui n'ont pas les moyens véritables de transformer le vécu des Ivoiriens, qui ne perçoivent aucune taxe, aucun impôt sur le vécu des Ivoiriens. C'est les gouvernants qui établissent des projets de société, des programmes de gouvernement, là où, par exemple, à l'ouest, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est à eux de faire des propositions. Là où il n'y a pas de route, c'est à eux de faire des propositions. Bref, c'est aux gouvernants, ceux qui veulent prendre le destin de ce pays, de nous faire des propositions concrètes qui prennent en compte les préoccupations que nous vivons de tout temps et en tout lieu, qui font que nous sommes assaillis par les problèmes. Si tel n'est pas le cas, on passe à autre chose. Herman Aboua, au vu de cette situation, pensez-vous que nous sommes devant le schéma d'une élection apaisée où on pourrait peut-être s'inquiéter? Bon, de toute façon, les différents acteurs politiques, et notamment ceux de l'opposition, ils donnent leurs conditions pour les élections apaisées. Et je crois qu'au-delà de ce qu'on a dit du discours de l'intervention de Thiam, il est revenu sur la nécessité de faire en sorte que tous les Ivoiriens qui devraient participer à l'acte de vote puissent y être. Ça veut dire qu'ils reviennent encore sur la nécessaire opération de révision de la liste électorale. Et ça, je crois bien qu'au niveau de la plateforme des partis politiques de l'opposition, initiée par Mme Simone et Yves Gbagbo, je crois bien demain, mardi, les présidents des différents partis politiques vont se réunir et le jeudi, je crois, ils vont faire voir la plateforme de façon officielle et là-dessus, ils vont peut-être mener des actions. Une déclaration peut-être. D'abord des déclarations, mais des actions ont vu d'amener la CEI à tenir cette opération de révision de la liste électorale. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'opposition ivoirienne ne va pas se rassembler pour les échéances prochaines. Il n'y a aucun élément qui puisse le permettre. Aujourd'hui, moi je pense que dans la stratégie de certains, c'est que chaque parti essaie d'être présent sur le terrain. Après, on fera, bien entendu,
le choix de façon stratégique. Si jamais un de nous va au deuxième tour, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Et moi, je pense que tous les coups sont jouables pour l'opposition. Il suffit juste que dans leurs différentes approches, dans leurs propos, qu'ils essaient de tenir compte qu'il n'y ait pas de mépris entre acteurs politiques. Ouais, entre eux, acteurs politiques. Si aujourd'hui on parle de ça, ce qui amène Daouda à dire en réalité qu'il ne voit pas comment est-ce que l'opposition va se rassembler, c'est parce que justement, certains leaders de ces partis politiques font aussi des pics à d'autres leaders de partis politiques. Et ce qui je pense que ce n'est pas élégant, ils n'en ont pas besoin, encore une fois. Ils doivent pouvoir capitaliser, se dire que demain, on peut avoir besoin, ne serait-ce que de la demi-voix, du demi-pourcentage de telle formation politique pour qu'on puisse atteindre l'objectif et qu'ils tiennent compte de cela dans leur approche et ne pas se donner des pics langagières. Avant de continuer, en tout cas, nous voulons demander aux populations de faire la sourde oreille, en tout cas, aux appels qui pourraient créer des troubles. Notre pays n'a été que trop blessé, trop souffert. Il faut qu'on avance, qu'on soit un pays développé et qu'on puisse être assis dans le concert des nations et proposer des projets pour faire avancer le monde. Voilà. Merci en tout cas d'avoir réagi sur ce premier sujet. Messieurs, je vous invite maintenant à regarder les activités au niveau du RHDP. L'URHDP, donc, de l'Union de la jeunesse du RHDP, avec son président Koné Mamadou, a fait une escale à Bobo. Ensuite, on a eu Bétier, le meeting de Bétier. Il y a la présence du ministre Touré Mamadou à Paris. Bref, le RHDP est sur le terrain en train de mobiliser Daouda. Oui, c'est tout ça que je trouve assez... Et à Tékoubé également. Oui, que je trouve assez paradoxal parce que pendant que... moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète dans la politique ivoirienne. Pourquoi? Parce que je vois que quand ils regardent les partis d'opposition, tu vois, ils sont aussi des discours, ça et là, au lieu d'aller attaquer le terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes parmi les cadres du RHDP, mais chaque semaine, il y a un cadre qui est dans Y région. Ils parlent, ils parlent. Mais les pics qu'ils se font, le font sur le terrain, dans les meetings et tout, Daouda. En fait, je veux dire, de vous à moi, regardez les différentes formations politiques. Maintenant, on analyse de façon simple. Aujourd'hui, à part le RHDP qui a ses cadres qui va à l'intérieur du pays. Parce que l'élection, ce n'est pas Abidjan seulement. Hein. Bien sûr. Ce n'est pas seulement Abidjan. Or, à part M. Laurent Gbagbo, pour ma part, hein, qui lui, bon, ça fait 2 fois qu'ils vont maintenant à Gagnois, tu vois, qui vont à Gagnois, il faut investir le terrain. Parce que l'élection, ça se passe depuis le nord de la Côte d'Ivoire, le centre, l'est, l'ouest. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de Bétier, d'Abangourou, de Dany Bilekro, de Paris également. De Paris. Ouais. Ils ne laissent rien passer. La dernière fois, je vous disais ici sur ce plateau que le RHDP, ce sont des mécaniciens des élections. Ils ne laissent rien passer. Toutes les pièces sont à leur place. Donc moi, je veux dire, aujourd'hui, il faut que les partis d'opposition fassent la même chose comme eux. Investir tout le terrain. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de voir le PDCI RDA au nord de la Côte d'Ivoire en train de tenir de vrais meetings, mobiliser les gens. Parce que là, quand on vient s'apaisantir sur, oui, il faut qu'on fasse la liste, il faut qu'on refasse un autre recensement sur la liste électorale et autres, tout ça, pendant que les populations sont là-bas, ils n'entendent que le discours du RHDP. Ils n'entendent que le discours du RHDP. Arrivé un moment... Et l'opposition a des sections partout en Côte d'Ivoire. Bon, ils ont des sections, mais quand c'est comme ça, il faut mener de véritables actions sur le terrain. Et moi, aujourd'hui, quand je vois les gars du RHDP, eux, ils ne laissent rien passer. Vous vous rappelez qu'il y a une semaine ou 2 semaines, ce sont les, comment on appelle ça, les députés et les sénateurs qu'ils ont appelés pour aller les mettre en mission. Après, c'était les conseillers régionaux. Et ces personnes-là, que ce soit chaque ministre, que ce soit chaque directeur, chaque week-end, chacun est dans sa région. Très bien, je pense que c'est ce que les partis d'opposition doivent pouvoir faire sur le terrain. Parce que je vais terminer sur ça. Le point que Eman soulève, l'élection en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question d'arithmétique. Je pense que de 2010 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Quand on regarde la dernière élection de mi-mandat, quand on regarde la couleur de la carte, il sera techniquement difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais techniquement difficile parce qu'aujourd'hui, le RHDP est partout. Très bien. Marius, comment est réaction sur justement la mobilisation que fait le RHDP? On l'a dit à Tékoubé, Bétier, Paris. Ah oui, dans ma zone, oui. Je voulais dire, également, chez moi, dans l'Indénié du Ablin, le constat est là. Hein. Moi-même, je suis de la région, donc je suis ce qui se passe. Le RHDP est présent dans nos villages, dans nos sous-préfectures, dans nos communes, même dans nos hameaux, dans nos grands campements. C'est ça la réalité.
Je ne le dis pas juste... Moi, je ne soutiens aucun parti politique. Je ne fréquente pas des hommes politiques. Je ne vais pas dans les bureaux des hommes politiques pour prendre des ordres pour venir m'asseoir. Non. Je ne mange à la table d'aucun roi. Ce que j'ai dit, tout simplement, c'est les faits. La Côte d'Ivoire, c'est Dabakala. La Côte d'Ivoire, c'est Bondoukou. La Côte d'Ivoire, c'est Bouna. La Côte d'Ivoire, c'est Ferkese Dougou, Korogo, Bundiali. Toutes ces villes, je viens de citer là. Vous avez vu l'opposition là-bas. Mais une élection, à 8 mois d'une élection, on ne les voit nulle part qu'à Abidjan. Et dans les villes environnantes. Et puis vous comptez gagner les voix des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, là, ils sont à Séguéla, ils sont à Odiéné, ils sont partout, à Danané, à Djigro. Allez les rencontrer. Mais on est cantonné d'Abidjan et puis après, c'est pour dire ils ont triché, ils n'ont pas... Mais on ne vous voit pas sur le terrain. Et j'invite l'opposition à se réveiller. Très bien. Voilà, c'est tout. Herman, sur le point, Herman, votre point. Ils estiment, Marius Daouda, c'est un fait, tout le monde peut vérifier. Permettez, ils estiment que l'opposition ne bouge pas assez. Ils sont sur Abidjan, alors que le pays est très grand. Et ville environnante. Voilà. Réaction, Herman, votre point de vue là-dessus? D'abord, c'est pour ceux qui suivent la vie politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas juste de dire que l'opposition ne bouge pas. Peut-être leurs actions ne sont pas autant médiatisées comme celles du RHDP, mais il ne faut pas oublier tout de même que le RHDP, c'est un parti politique qui est aux affaires, c'est-à-dire qui est au pouvoir. Donc, c'est un parti politique dans lequel les cadres ont les moyens. Donc, on peut multiplier 1001 actions. Donc, moi, je comprends que ça fait partie de la vitalité de leur parti politique. Mais dire que l'opposition n'est pas sur le terrain, pendant qu'on vient à peine d'évoquer une action du PDCRDA, et sans doute on va parler du PPACI et autres, les gens sont sur le terrain et ils sont aussi dans, je crois bien, dans les hameaux, dans les villages, et ils rencontrent aussi leurs militants. Et je pense bien qu'ils prévoient faire des actions d'envergure comme le RHDP le fait. Moi, je vais vous dire, les faits, c'est quoi? Mais Marius n'avait pas la parole, permettez, c'est lui qui a la parole. Terminez, je pensais qu'il avait fini, désolé. À Bétier, je suis d'accord que aujourd'hui, on ne peut pas dire que le RHDP n'est pas sur le terrain. Mais dire que les partis politiques de l'opposition ne sont pas sur le terrain, je ne suis pas très bien, messieurs. Merci. Donc, ils essaient de vivre. Maintenant, ce qui est intéressant avec le RHDP qu'on peut souligner, c'est que dans leur approche, on voit quand même une approche méthodique. C'est-à-dire qu'ils commencent par rapport d'abord à leur premier responsable des régions, au niveau des institutions, tout cela, ils le font. Quoique, je ne suis pas forcément d'accord qu'on donne la même feuille de route à des sénateurs et à des députés qui sont, eux, des élus pour la nation. Très bien. Quand vous dites que les partis d'opposition essaient de vivre, ça veut dire quoi? Je vais comprendre. Non, je veux dire qu'ils sont sur le terrain. Ils n'ont pas autant de moyens que les cadres ou bien les gens du RHDP, mais ils sont aussi sur le terrain. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Daouda. Permettez qu'on aille au COGEP. Alors, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudé, dénonçait, c'était le samedi dernier, le samedi 15 février 2025, à Abidjan, le regain de discours identitaire en Côte d'Ivoire à moins de 9 mois de la présidentielle d'octobre 2025. Et puis, évidemment, il a rappelé donc sa non-inscription sur la liste électorale. Daouda, commençons avec vous. Quel est votre commentaire et analyse? D'accord. Avant d'arriver à mon commentaire et analyse, j'aimerais faire une précision qui est très importante. Parce que quand mon très cher collègue Eman Aboua dit que les actions de l'opposition ne sont pas assez médiatisées, est-ce que tu es en train d'insinuer que les médias sont sous... Je n'ai jamais dit ça. Non, mais c'est je dis qu'ils ne sont pas autant médiatisés. S'ils ne sont pas autant... Herman, permets, s'il te plaît. J'ai écouté calmement. Laisse-moi parler. Parce que l'insinuation que tu fais est très dangereuse. Je pense que les médias, ils font leur travail. Si tu mènes une activité à Bétier, que tu mènes une activité à Valaré, à Touba, à Bouna, n'importe où en Côte d'Ivoire, que tu invites les médias, ils y seront. Donc, il ne faut pas faire ces insinuations-là, c'est dangereux. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je viens sur le COGEP. Restons, mais je vous en prie, restons sur le COGEP. Je viens sur ces activités-là, chaque média, quand les couvertures partent aux médias, je pense que les médias couvrent. On ne va pas faire un débat là-dessus. Il faut avoir les moyens pour éviter une télé. Oui, mais ça, ce n'est pas le fait justement des médias, c'est le parti politique. On dit que les autres ont les moyens. Très bien. Revenons sur Charles Blé Goudé. Revenons sur Charles Blé Goudé. D'accord, on va revenir sur Charles Blé Goudé. Monsieur Charles Blé Goudé, aujourd'hui, quand il y revient, moi,
je suis un peu embêté en fait avec... c'est vrai que quand ils demandent, comme tous les partis de l'opposition aujourd'hui, qu'il y ait un recensement sur un nouveau recensement sur la liste électorale. Je comprends leur point de vue, ce sont leurs revendications que je comprends. Mais je pense qu'en la matière, la CEI a été assez claire pour dire qu'il y a une opération qui a débuté en octobre, je crois bien, en octobre 2024, qui a toujours cours. Et malheureusement, je pense que la CEI a été claire en la matière. Il y a un chronogramme qui a été, qui a été produit, dont tous les partis politiques de l'opposition ont eu copie. Mais je pense bien que quand on veut être cohérent avec soi-même, c'est au moment où tu reçois le chronogramme qui court jusqu'à juillet 2025, c'est en ce moment-là que tu dois pouvoir te plaindre pour dire non, vraiment, il faut qu'il y ait un recensement sur la liste électorale à cause de tel article et autres et tout. Donc, on fait ci. Donc, du coup, il y a la discussion. Mais ce que les gens ne disent pas, et on termine, je vais terminer sur ça, mais c'est que le recensement sur la liste électorale devait avoir lieu depuis juin. Mais c'est les mêmes partis de l'opposition qui ont demandé le report qui est arrivé jusqu'en octobre. Il faut le dire aux gens aussi. Et quand ce report arrive, Christelle, quand on arrive à ce report, et que la CEI prend en compte le fait de prendre en compte des personnes qui ne sont pas majeures sur la liste électorale, quand on la prend en compte et que c'est maintenant qu'ils sont en train de faire tout le processus en cours, moi je trouve qu'il y a une forme d'incohérence. Maintenant, Charles Blé Goudé ne dit pas autre chose que ce que nous venons de dire sur ce plateau-là, parce qu'à la vérité, en Côte d'Ivoire, nous n'avons plus besoin de discours identitaires, parce que les Ivoiriens n'ont que trop souffert de ce discours identitaire. Trop, c'est trop. On a 4 minutes, messieurs, et nous devons regarder le point de Charles Blé Goudé et puis regarder aussi l'activité de Mme Nadi Bamba-Gbagbo, qui était à Gagnoa. Marius, comment est réaction sur le point de Charles Blé Goudé, les 2 points? Bon, sur le point de Charles Blé Goudé, vous êtes aligné sur le point du discours identitaire qu'il ne faut pas réveiller cela. On invite le président de la CEI à relancer donc la révision de la liste électorale. Bien évidemment, sur le point également de Charles Blé Goudé que je soutiens, il faut que le procureur de la République s'autosaisisse des questions relatives aux problèmes ivoiritains, au discours ivoiritain. J'ai dit ça, je n'ajoute plus rien. Très bien. Au-delà de cet aspect, la tournée de Mme Permettons qu'on écoute Herman et puis on revient vers vous. Herman. Concernant le COGEP, je pense bien que le COGEP, on l'a déjà dit, hein, il est dans le temps. Je crois qu'il a laissé même 2 mois après avant de tenir la journée de présentation de vœux au sein de son parti. Et les questions de son statut, on ne va pas revenir épiloguer là-dessus, mais il y a un aspect que je voulais soulever concernant la révision de la liste électorale, parce que Daouda se plaignait de l'opposition qui ont certainement reçu un chronogramme qui n'avait pas signalé. Mais moi, je pense que la question de la révision de la liste électorale, même avant la liste et l'opération qui s'est déroulée l'année dernière, l'opposition a maintenu que le temps était court. Donc, je veux dire que cette question-là, elle est toujours évoquée par l'opposition. Donc, je ne crois pas que la CEI ne soit pas informée que l'opposition exige une révision de la liste électorale en 2025. Surtout que la loi de finances de 2025 a prévu une ligne qui est de près de 27 milliards, je crois bien, de francs CFA pour cette révision de la liste électorale. C'est une disposition d'ordonnance, dans une disposition légale qui exige qu'il y ait révision de liste électorale chaque année. Et mieux, en 2020, on a fait la révision de la liste électorale en juin. Et malgré cela, quelques mois après, on a fait les élections. Donc, je ne crois pas que... Le président est venu quand je vais terminer. Donc, je veux dire que je pense bien que, comme l'opposition le dit, il y a un agenda peut-être caché au niveau de la CEI qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut empêcher la CEI de tenir une révision de la liste électorale? En 2021 déjà, 14,9 milliards de francs CFA avaient été déjà décaissés et la révision de la liste électorale n'a pas été exécutée. On va revenir sur ce sujet assurément, messieurs, mais on va aller au pas de course. Merci Herman pour votre point. On n'aura pas le temps de faire ce débat-là, mais j'aimerais regarder avec vous la visite de Mme Nadi Bamba-Gbagbo à Gagnoa, qui était donc allée installer le mouvement, les messagères de Gbagbo. C'était toujours le samedi 15 à Gagnoa. Je reste avec vous, Herman.
Oui, bon, je crois bien que quand j'ai appelé un des responsables du PPACI avant qu'on ne monte sur le plateau pour évoquer un peu les activités du PPACI ce week-end, je crois bien que c'était une rencontre avec des messagères du président Laurent Gbagbo. Elles ont choisi pour marraine Mme Nadi Bamba Gbagbo comme marraine. Et je crois bien aussi qu'au niveau du PPACI, il s'apprête actuellement à tenir le troisième Kokoko. Ça sera, je crois, à Cocody, comme on dit là, le 1er mars. Donc je veux dire que, comme on l'avait dit tout à l'heure, le PPACI travaille. Maintenant, est-ce que certains se posent la question, pourquoi est-ce que Mme Nadi Gbagbo est beaucoup plus présente? Est-ce qu'elle est une cadre du PPACI? Pourquoi est-ce qu'on la voit beaucoup en activité sur le terrain? Vous voyez bien que très souvent, elle rencontre les femmes, ceci, cela, c'est bien. Maintenant, c'est... Elle mobilise pour le parti? Non, je crois qu'elle mobilise pour son époux, parce que dans un parti politique, il y a des organes qui sont là, des différents portefeuilles, ceux qui sont accrédités pour le faire. Donc si elle le fait en tant que madame, l'épouse du président d'un parti. Elle le fait pour le parti ou pour l'épouse? Non, elle le fait d'abord pour son mari. Parce que je crois son pas... mari est président je ne crois pas. C'est-à-dire que lorsque tu prends par exemple Mme Gbagbo, qui est une femme politique, quand elle faisait de la politique, elle partait sur le terrain au nom de sa fonction dans le FPI, par exemple. Aujourd'hui, Mme Nadine Bamba, on peut dire ce qu'on veut, elle ne joue aucun rôle, je vais dire de façon officielle, au PPACI. Donc tout ce qu'elle fait, c'est pour le compte de son époux. Donc il y a certains que ça peut blesser, mais je crois bien qu'elle aussi, elle essaie de mettre la main dans la farine pour essayer d'aider son mari à avancer. Toutes les femmes peuvent le faire. Daouda? Je constate que Mme Nadi Bamba s'affirme de jour en jour. Elle prend du coffre de plus en plus. Pour ma part, j'espère bien que, comme jusqu'à présent, le nom de M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, sûrement qu'à l'orée de octobre 2025, peut-être qu'elle sera la candidate du PPACI, qui sait? Parce que j'écoute Herman, c'est vrai. Lorsqu'on a reçu ici Mme Monet, elle avait dit justement qu'elle n'était pas le plan B. Hein. Les politiciens disent des choses, après ils disent autre chose, parce que finalement, aujourd'hui, on la voit plus que certains vice-présidents du PPACI, en fait. Voilà, ça, il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, on voit plus Nadi Bamba que d'autres cas du PPACI. Pourquoi est-ce que c'est dangereux, justement? Je n'ai pas dit que c'est dangereux, j'ai dit que c'est même très bien. C'est même très bien. Et mon souhait, même que, comment on appelle ça, que le PPACI puisse partir à l'élection présidentielle, pourquoi pas comme avoir pour candidat Mme Nadi Bamba Gbagbo. Marius, comme on n'aura pas le temps de prendre votre temps, peut-être assurément d'autres moments. Merci beaucoup. Mais dans tous les cas, et je vais peut-être lire un peu un petit verbatim de Charles Blé Goudé, c'est à dessein, qui disait « Dites non à toute proposition qui seront faites pour que vous puissiez affronter vos frères. » Voilà. Ça, je pense que c'est une très belle note avec laquelle on finit cette première partie. On se retrouve tout à l'heure, là, tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous parlerons agriculture, mais avant, tout savoir sur l'édition 2025 du prix national d'excellence. Ça sera donc demain donc au centre... Au cœur de la conférence de presse déjà, vous aurez donc toutes les informations. Ce sera à 15 h. La tribune d'échange et d'informations se tiendra en direct des canaux digitaux du gouvernement ivoirien, Facebook, Twitter, YouTube, depuis le système intégré de gestion du foncier urbain, SIGFU, situé à la cité administrative. Alors donc, le tout savoir sur la journée, le prix national d'excellence de 2025. Rendez-vous donc demain à partir de 15 h au SIGFU, au Centre intégré de gestion du foncier urbain, pour avoir toutes les informations sur cette importante édition du prix national d'excellence. Notre plateau n'a pas changé pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Si, un peu quand même. Nous recevons avec vous M. Latro Yedo Nomel. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, madame. Vous êtes basé donc à Dabou et vous exercez donc une activité agricole depuis 2003. Et vous êtes promoteur et vous bénéficiez d'un financement du PDC2V. Alors le PDC2V, c'est le projet de développement des chaînes de valeur vivrières qui a pour objectif de soutenir le développement des chaînes de valeur vivrières inclusives. Et le financement de votre sous-projet est de 52 129 500 francs CFA. C'est cela.
Alors, présentez-nous un peu le financement dont vous avez été l'objet. Comment ça s'est passé? Merci d'être avec nous. Vous avez Herman, Daouda et Marius Komoé en face de vous. Enchanté. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Déjà, j'ai réussi à avoir accès au financement alors que j'étais en train de naviguer sur Internet. J'étais sur LinkedIn, sur la page de Côte d'Ivoire PME. Et là, j'ai vu un post qui parlait du PDCDV. Donc, dans ce post, on nous expliquait qu'il y avait un système de fonds à coût partagé. C'est-à-dire, tu apportes une partie, le projet apporte une partie et il finance ton projet. Donc, je suis allé sur la plateforme, j'ai soumis mon projet et Dieu merci, j'ai été retenu. Et c'était quoi votre projet, justement? Mon projet, c'est de la culture hors sol, de tomates, de piments et de poivrons. Culture hors sol de tomates, piments et poivrons. Et votre Exactement. projet a été validé Oui, il a été validé, il a par été le retenu. PDCDV et vous avez donc reçu votre financement. C'est exactement ça. Alors, messieurs, question à notre invité, Latroyer Nomel, Herman. Moi, j'ai envie de savoir d'abord, félicitations, hein, parce qu'avoir passé devant cet oral, et puis un jury, j'imagine, d'experts, et puis obtenir ce montant-là pour un secteur vivrier, en tout cas, félicitations. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi avoir choisi la culture hors sol. Bon. Parce que je vois que tous vos projets sont déclinés sur hors sol. Pourquoi avoir choisi la culture hors sol? J'ai choisi la culture hors sol pour l'avantage qu'il me procure par rapport à la culture en plein champ. Quels sont les avantages? Avec la culture hors sol, déjà, je peux produire sur toute l'année. Je n'ai pas de période, je n'ai pas de cycle. Sur toute l'année, je peux produire. Et j'ai l'avantage que j'ai un bâtiment qui est entouré de filets anti-insectes qui protègent mes plantes. Voilà, et la technique me permet de Vous avez une serre, en fait? Oui, j'ai une serre, c'est ça. Allez-y, La technique me permet de produire jusqu'à 3 fois plus qu'en plein champ. Là où en plein champ, on a 3 kilos, moi j'ai entre 6 et 8 kilos de tomates, par exemple. Wow. Daouda? Monsieur Latro, vous allez m'excuser, mais la question que je vais poser, elle est un peu insidieuse. Parce que je suis quand même surpris que vous ayez bénéficié d'un financement de plus de 52 millions, pendant qu'il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire qui disent qu'ils ne reçoivent pas les financements, ils ne savent pas d'où viennent les financements sont occultes. J'aimerais savoir, vous avez été pistonné par quelqu'un pour avoir 52 millions? Non, pas du tout. Le processus a été très transparent. En fait, moi, j'ai découvert le PDCDV sur Internet. Le programme, ouais. Voilà. J'ai vu, je me suis documenté. Il y a même un manuel sur le fond. J'ai lu le projet. J'ai essayé de comprendre comment ça se passe et j'ai essayé d'adapter mon projet, puisque mon projet l'avait nourri depuis longtemps. Voilà, donc j'ai essayé d'adapter mon projet au manuel qu'ils m'ont présenté. Donc, quelque part, vous êtes en train de me dire en fait, que les jeunes Ivoiriens doivent aller éprouver le système. Voilà. Ils doivent aller à l'information. Et même quand tu n'es pas retenu la première fois, tu peux essayer encore, ne pas lâcher. Très bien. Et on rappelle que c'est en scrollant donc, sur le digital, vous étiez sur LinkedIn, n'est-ce pas? C'est ça. Et vous avez vu une vidéo sur le projet, vous avez soumissionné, vous avez été validé. Marius Komoé, questions, commentaires, contributions? Non, ben, commentaire parce que je le félicite parce que, étant membre moi-même du comité de jury, qui approuve, le jury du PDCDV? Le jury du PDCDV qui approuve les projets, en la matière. Et je puis vous assurer que dans le comité que nous constituons comme membres du jury, il y a tous les experts du secteur agricole. Vous avez des agronomes, mais également toutes les parties prenantes du monde agricole. Et donc, si son projet a retenu l'attention du jury au point d'avoir été financé, cela veut dire que toutes les règles indiquées pour pouvoir naturellement financer un tel projet ont été respectés parce que c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale. Voilà. Et je pense qu'il faut le dire à la connaissance des téléspectateurs que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a bien voulu instruire donc le coordonnateur général qui n'est autre que le directeur général de la planification, des statistiques et des projets au sein de son ministère, qui est le coordonnateur général, M. Kini, certainement que vous connaissez, M. Kini Bernard Komoé, qui porte également mon nom. Et je puis vous dire que la rigueur, la transparence, l'ouverture dans le choix des projets s'est manifestée au cours de nos travaux. Et je puis vous assurer que vous n'allez pas décevoir d'État, encore moins les contribuables internationaux qui ont bien voulu mettre à votre disposition cette somme importante de 52 millions parce que après vous, on devrait pouvoir financer avec un remboursement que vous devrez faire. Donc, ce n'est pas gratuit. Le projet prend 90%
du financement et ils financent à hauteur de 10%. Alors, pour bien expliquer, hein, la gestion des fonds, elle est assez... Comment ça se passe, justement? Alors, au niveau de la gestion des fonds, déjà, il faut dire que c'est un fonds à coût partagé. Le projet finance une partie, moi, je finance une partie. Donc, le premier décaissement a été fait. Le projet a déposé environ 25 millions sur mon compte. Et moi aussi, j'ai apporté 2 800 000 pour ma première tranche. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu utiliser les fonds pour commencer à travailler. Mais vos dépenses sont suivies, oui, tout cela? Bon. À chaque fois que il y a une procédure, on nous a donné des manuels, il y a une procédure qu'on suit pour faire les décaissements. Et même une fois que j'ai fait mes achats, je dois produire une facture avec le sticker bleu obligatoirement. Et on voit bien sûr les images que vous êtes soutenu par les autorités de la ville. On a eu le ministre, enfin de la ville, mais d'abord de l'État. On a eu le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou. On a ensuite le ministre délégué au sport, M. Voilà, Metchadje Silas. Et ensuite, on a vu également le président du conseil régional de Dabo, le ministre ici, Emmanuel. En tout cas, bravo, Herman. Oui, voilà. Je suis tellement émerveillé par, je ne dirais pas un exploit, par ce choix-là. Moi, je pense que c'est ces gens Le choix de la culture? Non, le choix de financer, parce qu'on voit par expérience, c'est du concret, quoi. Et surtout qu'on a besoin de sécurité alimentaire. On parle beaucoup plus d'autosuffisance alimentaire et que ces jeunes-là aient des projets qui réussissent à nous faire une production 2 à 3 fois mieux. Et il y a plus de saison, puisque toute l'année, on a à partir de cette culture au sol là, on va avoir de la tomate et autres. Ce qui va permettre, si ces genres de projets-là sont multipliés à travers le pays, va permettre à réduire le coût des produits vivriers sur le marché. Parce qu'en réalité, les produits vivriers qui devaient être sont tellement saisonniers. Finalement, les coûts sont exorbitants. Or, si on a sur toute l'année de la tomate en abondance, de gombo en abondance, du piment en abondance et autres, on verra que les populations vont... Moi, je te dis encore bravo. Je n'ai même pas de questions parce que je voudrais, j'espère que beaucoup de jeunes chez eux actuellement te regardent et comprennent que lorsque le programme est pertinent, le projet est pertinent, ils peuvent avoir des financements. Daouda, vous avez eu un point important, de demander aux jeunes d'éprouver le système. Bien sûr, je pense que par l'exemple, je vais poser une question, ne vous inquiétez pas. Par l'exemple de M. Latro, parce que ça m'a véritablement surpris. Parce que moi, généralement, quand tu fais le tour des réseaux sociaux, tu entends beaucoup de jeunes, mais à l'emploi jeune, on ne voit rien, les financements, là, c'est entre eux, c'est entre ceci, c'est entre cela. Finalement, je suis surpris de voir que M. Latro, qui nous dit clairement qu'il se promenait sur les réseaux sociaux, justement sans insulter quelqu'un, il est tombé sur un bon projet. Il a vu le projet, il dit, bon, OK, l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il y a X projet, je vais aller voir, je vais aller tester. Il a testé pour parler comme Jules César, Vini, Vidi, Viti. Il est venu, il a vu. Il a conquis. C'est ça. Et donc, ma question, moi aujourd'hui, je ne voulais pas faire d'analyse, mais j'aimerais vous connaître. J'ai véritablement envie de vous connaître, M. Latro. Pour quelqu'un qui est juriste de formation, qui se retrouve aujourd'hui dans l'agriculture, quand je regarde cet écart à 360 degrés, d'où est parti cet amour pour l'agriculture et pourquoi vous êtes en arrivé jusqu'à là aujourd'hui? Et quels conseils vous avez à donner à vos jeunes frères qui ont pratiquement le même parcours que vous? Bon, pour le conseil, on attendra à la fin. Bon, peut-être pourquoi pas. Allons-y déjà sur son parcours, parce que Daouda... En fait, mon amour pour l'agriculture, il est né très tôt, parce que mes parents, ils sont dans le domaine, ma mère a une ferme. Et mon père aussi, il est dans l'agriculture. Donc, très tôt, au moment où nous envoyait sur sa ferme, travailler. Et c'est elle-même qui m'a transmis la passion pour la culture au sol. Une fois, elle avait un poste sur Coco Sol. Et elle m'a inscrit à la formation. J'ai fait la formation. Ça date de 2017-2018. J'ai fait la formation et j'ai vraiment aimé ça. Donc, même dans mon parcours, je me disais... bon, je faisais le droit, mais après, je me suis dit, bon, je préfère moi-même être mon propre chef, avoir mon entreprise. Et mon entreprise, ce sera dans le domaine de l'agriculture parce qu'en Côte d'Ivoire, on souffre. Nos moments, quand elles vont au marché, c'est compliqué. Donc vraiment, c'est pour résoudre cette problématique-là que je me suis tourné vers ce domaine-là. Et bon, moi-même, je faisais un peu, hein, quand chaque fois en vacances, j'y allais, je faisais avec les moyens que j'avais.
Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai eu du financement. Alors, pour compléter la question de Daouda, quel est le regard justement des autres jeunes, vos amis avec qui vous avez fait le droit, qui ont appris que vous êtes au village, en train de faire la culture hors sol, ou simplement qui vont juste transcrire ça, il est reparti au village, il est au champ. Comment est-ce que vous avez réagi à cela? Franchement, moi, je veux être un exemple. Donc, je me vois comme un modèle. Je veux montrer que même dans l'agriculture, c'est possible de s'en sortir, d'avoir une très bonne vie. Très bien. Donc, ce que les gens disaient, ça ne m'intéressait pas vraiment. Parce qu'il y en a qui disaient, tu peux faire un concours, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Petite relance de Daouda et puis on se Très rapidement, moi, aujourd'hui, vous voulez être votre propre patron. Je suis sûr qu'avec un budget de 52 millions qui vous a été alloué, sérieusement, vous employez des gens dans votre serre, dans votre ferme agricole. Aujourd'hui, vous employez combien de personnes? De manière permanente, j'emploie 2 personnes. Et j'emploie aussi ce qu'on appelle des saisonniers, des personnes qui viennent de temps en temps faire des travaux à forte intensité. Et par mois, on peut atteindre jusqu'à 10 personnes. C'est très bien. Marius? Oui, le projet tenait vraiment justement, je veux dire, le financement tient compte de tous ces aspects. Combien de personnes employera-t-il? Pour pouvoir les payer. Exactement, mais le projet ne se limite pas et Herman a tellement bien fait, il a tellement bien perçu l'objectif de la mise en œuvre de ce projet. La problématique est liée justement à la question d'approvisionnement du marché de la consommation au niveau du vivrier. On ne veut plus, parce qu'en Côte d'Ivoire, on importe la majorité de notre consommation en tomates, et il faut mettre un terme à cette importation en nous rendant autosuffisants en matière de production de tomates, mais également dans d'autres produits du secteur vivrier. Mais au-delà de l'aspect vivrier, il y a aussi le secteur de l'aquaculture, où vous avez justement un financement énorme soutenu par la Banque mondiale de ce projet pour rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en poissons. Et ce financement, il est possible de le voir où, des détails sur ce financement? Oui, justement, nous faisons, le projet fait des appels à candidature de tout initiateur dans le domaine de l'aquaculture, dans le domaine, même dans le secteur du manioc. Toujours le même PDCDV, hein? Absolument, même dans le secteur du manioc pour la production de la tiéké à grande outrance. Et ça, le projet finance également le secteur du manioc pour une meilleure production. Et donc, c'est du travail que le projet donne à des Ivoiriens. Et puis, nous espérons tout simplement que de leur dur labeur, ils pourront rembourser justement ce que le projet a investi, il le sait très bien, pour que cela serve donc au financement pour d'autres acteurs locaux. Avant, Daouda, projet de remboursement, combien de temps comme ça il sera possible dans vos statistiques? Dans le cadre de ce projet, c'est une subvention. Ok, une subvention. Oui, très bien. C'est pas remboursable. Pour certains, c'est une subvention, pour d'autres, il y a des remboursements. Très bien. Alors, allons-y, Daouda, question. Moi, rapidement, ma question. En termes, aujourd'hui, vous avez dit que vous avez 2 serres. Je suis sûr que vous ambitionnez d'avoir plusieurs serres. Oui. Donc, en termes de perspective aujourd'hui, si je vous demande, M. Datro, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? En termes de serres même. Bon, déjà d'ici 2-3 ans. On est déjà à 2-3 ans, c'est bon. Voilà, déjà, essayons de montrer l'image de la serre pour bien la présenter. Allez-y. Voilà, j'ai 2 serres de 500 mètres carrés actuellement. Donc ça fait 1000 mètres carrés. J'envisage d'en construire 2 autres d'ici la fin de l'année. Voici donc la serre, 500 mètres carrés. Oui, c'est ça. Et ici, vous faites quoi Là, je fais de la tomate. La tomate, très bien. Juste à côté, je fais du piment. Waouh, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc, d'ici 2-3 ans, j'envisage d'aménager 5000 mètres carrés de serre. D'ici 2-3 ans. D'ici 2-3 ans. 10 fois. Mais pour vous qui êtes dans l'agriculture, M. Latro, est-ce que vous pensez qu'avec ce genre de culture, vous pensez qu'on peut avoir peut-être de l'oignon, de la pomme de terre? Oui, bien sûr. C'est possible de le faire au vu de votre formation? Oui, bien sûr, c'est possible. De l'oignon, tout ce qui est maraîcher, on peut le faire en sol. Et pour la pomme de terre, on peut le faire dans les sacs. Il y a différentes Et les fraises? Bon, je ne suis pas spécialiste en fraises. D'accord, très bien. Je pense même qu'on pourrait peut-être voir avec le coordonnateur général, M. Komouekini Bernard, pour l'avoir sur le plateau, donner des informations. pour justement donner plus d'informations. C'est important parce que... Allez-y. Le projet se limite à la pisciculture, le maraîcher et puis le manioc. Le manioc, très bien. Et vous êtes donc dans la région de Dabou. Exactement. Et c'est là-bas que vous développez tout ceci. Pour écouler vos produits, est-ce que vous avez un process, un dispositif? Pour écouler mes produits, il y a une dame à Dabou. C'est un groupe de femmes, mais c'est avec elle que j'échange directement. D'accord. Donc quand ma production est prête, je vais la voir et
Elle est cool dans les Elle est cool, marchés. c'est dans le marché. Mais et si moi, par exemple, personnellement, j'en voulais, parce que j'adore les tomates. Oh, ouais. Si je veux en prendre une bonne quantité, si c'est prêt, on peut vous faire Oui, signe. c'est possible, vous pouvez me contacter. J'ai une page Facebook, vous pouvez me contacter. C'est laquelle? Non, il va falloir donner cette page C'est laquelle la Facebook. page? Allez-y. Pour l'instant, c'est une page personnelle. Allez-y, non, mais c'est pas grave. Ouais, c'est Yedo Latro, c'est mon nom. Yedo Latro. Oui, Yedo Latro. Donc, il faut bien. noter ça. Très bien. Donc, c'est une page à suivre et à regarder, oui. Il faut Herman. dire aux jeunes qui perdent le temps souvent à rester longtemps sur TikTok et autres. Il a dit une chose importante. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux professionnels qui permettent de découvrir des choses inimaginables. C'est sur LinkedIn, par exemple, qu'il a trouvé cette idée enfin, cette ouverture de PCDV. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver un temps. C'est vrai, on ne dit pas de laisser totalement des réseaux sociaux qui nous permettent de vivre un temps soit peu, mais il faut trouver du temps pour être où il faut être, où il y a de bonnes idées, de bonne magie. Très rapidement, Daouda, pour on ajouter finit avec quelque chose à vous. ce que tu dis très rapidement, Herman, c'est que le point aujourd'hui ici, ce n'est pas tous les canaux. Il a dit quelque chose qui est important. Il faut aller à l'information. Et l'information, lui, il a trouvé sur LinkedIn. Mais la même information est sur Facebook. La même information est sur Twitter. Mais malheureusement, nombreux sont nos jeunes qui, au lieu d'aller chercher des choses qui vont leur apporter quelque chose dans leur vie, préfèrent passer plutôt leur temps à insulter les autres, à casser du sucre sur le dos des autres, à suivre des choses qui ne vont rien leur apporter. En tout cas, M. Latro, moi, personnellement, je viendrai dans votre ferme. Très bien. Alors, Marius, comment moi, je termine en disant que je rappelle aux Ivoiriens et à l'ensemble des acteurs qui nous suivent du secteur agricole que le projet PDCDV pour l'année 2024, c'est au total 1121 acteurs du monde agricole des filières manioc, légumes et aquacoles qui ont bénéficié de 18,6 milliards de francs CFA voilà, mis à la disposition par l'État ivoirien à des jeunes Ivoiriens. Alors, Petite question, on termine rapidement. À des jeunes et à des femmes ivoiriennes. Généralement, pour faire des cultures agricoles, les gens font appel à des engrais chimiques. Est-ce que vous, c'est des engrais vraiment bio que vous utilisez? Je voulais savoir. L'écologiste là est revenu. Herman, dis-moi, Daouda. Allez-y. Dans le cadre de ma production, j'utilise la fiente de volaille, puisqu'on a une ferme juste à côté, donc j'utilise la fiente de volaille. Mais il m'arrive aussi d'utiliser l'engrais NPK. Très bien. Alors, je regarde les commentaires et je vois un peu Alfred Monti qui dit « Montrez-nous, s'il vous plaît, l'invité en train de travailler dans son champ ». Comment est-ce que vous réagissez à cela? Il travaille vraiment Non, sur ça. je travaille vraiment dans mon champ et j'y suis tout le temps. Vous lui donnez rendez-vous dans votre champ? Bon, ils auraient pu me montrer une image. D'accord, mais peut-être que l'image n'a pas été montrée. Mais c'est à Kpass, voilà. Kpass qui se trouve à 3 km de Dabou. Ça, c'est chez toi, quoi. Non, c'est pas chez moi. Kpass. Elle est d'Accra du coup. Daouda, en fait, vous n'avez même pas la parole. Là. Donc, je termine en disant que notre invité, voilà, sa plantation, ses serres sont à Kpass, qui est à 3 km de Dabou. Vous arrivez à Kpass, et puis vous arrivez à Dabou, vous demandez Kpass, voilà, on vous montrera. Et vous irez retrouver Latro Yedo Nomel qui vous donne rendez-vous. Donc sur sa page personnelle Facebook, c'est ça, c'est votre nom, oui. Latro Yedo Nomel, pour échanger directement avec lui. Et puis, voilà, lever tout équivoque, au cas où vous doutez encore, vous pouvez échanger avec lui sur sa page Facebook. Et je voudrais juste encore rappeler, Marius l'a dit, mais je vais le rappeler, c'est un accompagnement de l'État, c'est non remboursable, 52 129 500 francs CFA. Voilà, Latro. Voilà, et tous les jeunes qui sont dans ce projet, qui sont dans plusieurs projets, donc bénéficient aussi de subventions, même s'il y a des remboursements. Latro, dernier mot avant de terminer. Mon dernier mot, c'est d'abord un mot de remerciement au gouvernement de Côte d'Ivoire, au travers du PDCDV, qui me permet de réaliser mon rêve, qui me permet de réaliser mon projet. Mais aussi, je veux appeler les jeunes aussi à se tourner vers l'agriculture, parce que c'est un domaine qui est porteur et qui nourrit son homme. La terre ne Très trahit bien. pas. Merci beaucoup, c'est vrai, la terre ne trahit pas. Merci beaucoup, Latro, d'être venu. Et puis, bon retour chez vous. Merci et puis, beaucoup. plein succès à votre projet. Amen. Daouda, merci d'être venu. Merci à toi. Merci, Marius Komoé. Merci. Herman, merci beaucoup. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu. Vous avez Maquisard tout de suite. Et puis, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.